effectivement, le règlement de compte, Gauthier Lebret, c'est entre la France Insoumise et le PS. Oui, c'est la seule actualité du jour, puisqu'il n'y a aucun suspense sur les motions de censure qui menacent le Premier ministre. Il a été habile, il faut le dire. Le RN et le Parti Socialiste... il sait faire de la politique. Il sait faire de la politique, oui, mais il a été plus... Enfin, c'est deux visions différentes. Je ne vais pas dire qu'il a été plus habile que Michel Barnier. Michel Barnier, au bout d'un moment, il a dit non, je ne céderai pas sur la revalorisation à hauteur de 100% de l'inflation, sachant pertinemment que s'il était censuré, elle allait s'appliquer. Donc c'était vraiment pour dire, c'est bon, Marine Le Pen, je lui ai suffisamment cédé, je ne céderai pas. François Bayrou, c'est autre chose. Et il ne s'attendait pas à ce que Marine Le Pen le censure. Ah si, à la fin, il avait compris. Michel Barnier ? À la fin, quand il fait son discours, il a compris que c'est terminé. Oui, quand il décide de ne pas revaloriser les retraites. Il ne s'y attendait pas, peut-être, plusieurs jours avant. Ensuite, sur François Bayrou, c'est autre chose. Il faut tout faire pour rester le plus longtemps possible à Matignon. Donc, il faut donner quelques concessions au Parti Socialiste, quelques concessions au RN, ménager tout le monde pour être sûr de rester. Et là où il a été plutôt habile, là, vous me parlez de François Bayrou. Oui. Moi, je vous parlais du PS et des Insoumis. D'accord, mais bon, énième règlement de compte. Mon truc, c'est Dallas. Énième règlement de compte. À chaque fois, est-ce que la seule question qui est intéressante, c'est de savoir quand est-ce que ça sera le divorce, le dernier divorce. Parce qu'à chaque fois, il y a des remariages. Et à chaque nouvelle élection, il se remarie. Donc la seule question, c'est on prend l'exemple depuis le début de la semaine, c'est Richard Burton et Elizabeth Taylor. Ça divorce et ça se remarie. La question est de savoir est-ce qu'il y aura à nouveau un remariage à la prochaine dissolution. Mais contrairement à Richard Burton et Elizabeth Taylor, ça n'est pas par passion amoureuse, c'est uniquement parce que le PS et LFI n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le mode de garde des enfants. On voit bien que toute l'affection qui pouvait exister entre les socialistes et les insoumis a disparu. Non mais les électeurs, non mais c'est juste parce qu'ils pensent de part et d'autre que l'autre risque de récupérer la garde des enfants et qui risque d'en être exclu. Voilà, c'est la seule clé d'explication de leur attitude. Henri Guénaud, quand vous voyez ce spectacle, est-ce que vous êtes affligé ou est-ce que vous dites bon, c'est la France, c'est la cinquième, c'est comme ça que ça fonctionne? Non, pas de nous. Parler de Bayrou ou de... Non. Allez, ce que vous voulez. Bayrou, la France Insoumise, choisissez. Voilà. On va commencer par François Bayrou. Alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup de concessions, c'est vrai que le budget n'est pas un bon budget, mais le précédent n'était pas non plus. Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. On dit qu'il fait tout pour durer. Mais heureusement qu'il fait tout pour durer, parce que le problème de la durée du gouvernement est devenu le problème central de nos institutions. Si le gouvernement tombe tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça, on ne va pas aller très très loin. Voilà, je veux dire, c'est un fait. L'Assemblée est ce qu'elle est, pour un tas de raisons, donc à cause des stratégies des partis, mais aussi à cause des fractures de la société. Et il faut faire avec. Voilà, donc il a fait ce qu'il a pu, et finalement, il l'a bien fait. Voilà. On ne peut que lui tirer le chapeau. Quant au reste, je ne vais pas revenir sur le débat que vous avez eu avant que j'arrive. Mais un jour, il va falloir avoir un vrai débat sur les finances publiques, pas de cette façon, c'est-à-dire pas dans le concours Lépine général des... là, vous savez, on n'est pas... Là, on va passer la tronçonneuse. C'est pas le Conseil des ministres ici, pas encore. Voilà. C'est pas encore le Conseil des ministres. Voilà. Moi, juste écouter ce qu'a dit François Bayrou tout à l'heure. Il dit ce que vous dites, c'est un budget imparfait, mais on n'a pas le choix. On l'écoute. Nous avons un budget imparfait. Et donc ce budget est une étape d'urgence. Nous ne pouvions pas, en aucune manière, faire autrement. C'est pourquoi nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix d'agenda en choisissant de repartir du texte qui avait été présenté par le gouvernement de Michel Barnier et examiné par le Sénat. C'était plus difficile, naturellement, mais ça répondait à une exigence, c'est que nous ayons un budget au début du mois de février, alors qu'autrement, il aurait fallu attendre avril. Voilà pour François Bayrou, c'est exactement ça, c'est ce qu'il dit, Geoffroy Lejeune. On va dans un instant sans doute écouter Yael Braun-Pivet. Mais il n'y avait pas d'autre solution, il fallait le faire adopter ce budget. Non, mais je ne me sens pas convaincu. Je suis contaminé par l'optimisme d'Henri Guénaud, comme d'habitude. Et non, mais c'est en fait, à la fois, c'est vrai et c'est tragique. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est pour sauver nos institutions, pour éviter qu'on se pose toutes les questions qui, en fait, vont être charriées par une instabilité qui, en fait, nous guette de manière assez lancinante depuis quelque temps, si le boulot, le travail, la mission d'un homme politique aujourd'hui, c'est de faire ce que François Bayrou a fait, alors c'est la fin de la politique. Voilà, moi, j'ai pas autre chose à dire. Mais c'est la fin de la politique. En tout cas, c'est la fin de ce qu'on a connu depuis les années 60, depuis que le général de Gaulle est revenu et qu'il a porté sur les fonds baptismaux une nouvelle constitution et une autre vision
de la politique. On a vécu quelques... Vous avez évoqué le général devant Henri Guénaud, là. Attention. Mais oui, mais c'est dangereux. Il est contagieux, il est contagieux. Il me cherche. Non, mais pardon, mais en fait, François Bayrou, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, est vraiment, et d'ailleurs on s'en est peut-être même moqué pendant toute sa longue carrière politique, un homme de la quatrième, c'est-à-dire il incarne ces partis charnières qui ont fait en sorte que les gouvernements pouvaient être renversés mais se reconstituer en quelques jours, etc. Aujourd'hui, on a comment dire, la chair de la 4e République dans le corps de la 5e. Ça peut pas durer. Moi, je veux bien que ce soit un exploit, mais je considère que c'est un peu une défaite aussi. Que dirait le général Henri Guénaud? Ça, je ne parlerai pas à la place du général de Gaulle. Moi, je n'ai jamais fait tourner les tables. Jamais fait tourner les tables, ni parler les morts. Mais il serait heureux ou pas? Bon. Mais il n'y avait pas le. Encore une fois, il y avait. Bon, vous n'avez pas le choix. La situation, l'économie n'est pas, la société n'est pas ce qu'elle était dans les années 60. Le personnel politique non plus. Du plus haut niveau de l'État. Henri, juste on écoute Yaël Braun-Pivet qui annonce le résultat du vote. Je vous repasse la parole ensuite. Sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Voilà, donc motion rejetée. Oui, j'imagine que la deuxième, elle l'annonce à l'instant, va être rejetée aussi. Il n'y a aucun suspense, il n'y avait pas d'enjeu aujourd'hui. François Bayrou a réussi à décrocher le Parti socialiste du Nouveau Front Populaire. La question, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand le PS ne censurera pas François Bayrou et le Rassemblement national ne censure pas non plus. Je pense que la non-censure du RN s'explique assez simplement. C'est-à-dire que d'ailleurs, on a vu Jean-Philippe Tanguy, à titre personnel, il voulait censurer. C'est le monsieur budget du Rassemblement national, estimant que ce budget n'était pas meilleur que celui de Michel Barnier. Mais Marine Le Pen voulait censurer Michel Barnier parce qu'elle ne l'appréciait pas, parce qu'elle n'a pas apprécié la manière dont il l'a traité, de ne pas le rencontrer, de ne pas le voir assez vite, et que quand elle le voyait, elle avait l'impression qu'il ne parlait que de lui. Donc au bout d'un moment, elle est sortie de là, elle a dit « bon, je vais le censurer puisqu'il ne comprend pas », alors qu'elle n'avait pas envie de censurer François Bayrou, qui lui promet en plus la proportionnelle dont elle rêve, en pensant que ça aura un impact sur une potentielle majorité absolue pour le Rassemblement national. C'est là où il peut y avoir débat. Et le PS aussi tient à cette dose de proportionnelle pour se décrocher pour de bon de la France insoumise. On écoute un tout petit extrait de ce que dit en ce moment un député de la France insoumise. Adrien Clouet. La sécurité sociale, ce bien commun qui reste aux gens quand le monde leur enlève absolument tout. Et en l'occurrence, le monde, c'est vous. La sécurité sociale, c'est ce qui permet, quand on est âgé, de prendre encore dans ses bras ses petits-enfants parce qu'on a eu l'épaule soignée quand il était temps. La sécurité sociale, c'est ce qui permet de rester chez soi quand on a des vertiges plutôt que d'aller risquer sa vie sur un chantier lorsqu'on est mis en situation de péril. Liquider la sécurité sociale, c'est donc livrer tout le monde aux aléas et aux malchances de l'existence. Or, la malchance est particulièrement concentrée sur certaines et sur certains, notamment celles et ceux qui n'héritent pas d'Action, L'Oréal, Bouygues ou Total, qui ne sont pas enfants de députés macronistes. Voilà pour ces débats qui se poursuivent à l'Assemblée nationale. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est que, et je le dis pour nos auditeurs, l'hémicycle est quasiment vide. C'est-à-dire qu'on vient d'adopter le budget de l'État dans un hémicycle. Non, mais il n'y a pas d'enjeu, mais quand même, les Français regardent, ils écoutent, ils se disent où sont-ils, nos députés, qu'est-ce qu'ils font? Élodie disait tout à l'heure, ils sont en commission. Mais c'est important ce qui se passe en ce moment. Alors, qui peut répondre? Non, mais vous avez raison sur la symbolique. Oui. Je comprends effectivement ce que les Français peuvent s'en dire. Après, le travail en commission, c'est quand même là où se fait, dans la mesure où il n'y a pas d'enjeu sur cette motion de censure-là, le travail en commission, c'est là où on construit véritablement les lois. Donc, il n'est pas absurde que les députés soient en commission. Ça fait partie du travail parlementaire. Car moi, je préférais un Parlement qui exerce ses missions de contrôle de l'action de l'exécutif, qui exerce ses missions sérieusement de contrôle de l'exécution des projets de loi de finances, par exemple, plutôt qu'un Parlement où ils viennent tous dans l'hémicycle des jours où il n'y a pas d'enjeu particulier, même si je comprends bien sûr l'image que ça produit, mais on peut expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'amendement, par exemple. Enfin, c'est une séance où les députés font le public. Bon,
ils sont peut-être beaucoup mieux à travailler effectivement en commission. Là, ils avaient rien à faire de particulier. Voilà. Donc, oui, ça donne une image peut-être incompréhensible pour nos concitoyens, mais le Parlement ne fonctionne pas, pour l'essentiel, dans l'hémicycle. Non, c'est quoi la tragicomédie dans l'hémicycle, alors? C'est le théâtre, Il y a une part de théâtre, mais qui est nécessaire, qui existe depuis le début de la République, qui existe dans toutes les démocraties parlementaires. Voilà, mais ça n'est pas une raison pour réduire le travail parlementaire uniquement à la présence dans l'hémicycle. Je ne suis pas d'accord, parce que moi, je suis comme beaucoup de Français, on peut ne pas connaître grand-chose, mais on se dit qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. On n'arrête pas de nous dire que c'est très grave aujourd'hui. On sent que, de toute façon, aujourd'hui, il y a un budget, mais par défaut. D'ailleurs, c'est un budget plutôt socialiste, pour un pays qui a besoin plutôt d'une politique de droite. Et donc, il y a aussi toute cette manière de dramatiser la situation. Vous avez vu que M. Bayrou nous a tout de suite parlé de l'Ukraine, on se demandait ce que ça venait de faire, et puis de ce qui se passe l'Ukraine, et puis je ne sais plus de quoi d'autre il nous a parlé, pour dramatiser de Trump, le Danemark, attention, etc. Mais on se demandait ce que ça venait faire là-dedans. Moi, je regrette, mais je trouve que c'est extrêmement important qu'il montre aux citoyens que nous sommes qu'ils sont là, que c'est un moment effectivement grave, et on s'attend à ce qu'ils soient présents. Le budget de l'État a été adopté. Il n'est pas tellement plus socialiste que celui de Michel Barnier. Mais la question, vous demandiez, ce que dirait le général. C'est vrai que le général a changé la 4e en 5e pour plus de gouvernabilité. Mais les forces aujourd'hui en présence, elles ne sont plus du tout les mêmes que celles qu'on avait connues par le passé. Aujourd'hui, il y a des extrêmes, il y a un multipartisme qui n'existait pas avant, enfin qui n'existait pas sous cette forme. Il y avait vraiment des pôles d'attraction qui faisaient en fait un espèce de bicamérisme. Aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernabilité avec les forces en présence en France. Et donc, ça donne cette situation-là qu'il faut... de la 4e, effectivement, les communistes et les gaullistes étaient exclus quasi par principe des gouvernements. Non, mais ce ne sont pas les institutions de la 5e qui ont produit à elles seules la stabilité. Le parparlementarisme rationalisé, ça a eu un impact. Oui, mais c'est cette réalité politique-là profonde. Mais là, à partir du moment où on considère qu'il y a 40% des électeurs français qui n'ont pas vocation à être représentés dans des gouvernements, de toute façon, quelles que soient les institutions, ça ne peut pas fonctionner. On est parti sur l'idée de Laetitia. Demain, une nouvelle élection. Je suis pas sûre qu'on a le même résultat qu'au mois de... Ça dépend d'une seule chose. Je pense que est-ce qu'il y a... pas le même résultat. Vous voulez une prédiction? On n'a pas le même... Non. Non, mais ça dépend d'une seule chose. Est-ce qu'on continue la stratégie des désistements? Et aujourd'hui, il n'est absolument pas sûr que les macronistes appellent à se désister en cas de présence de la France insoumise et du RN. Donc, s'il n'y a pas de désistement, le résultat est bien différent. Et bien différent. C'est-à-dire que la majorité absolue pour le RN est beaucoup plus atteignable sans désistement. Non, mais quand on regarde le détail de la carte électorale, c'est vraisemblablement, on peut imaginer que le RN aurait plus de députés qu'il n'en a aujourd'hui, qui passerait probablement la barre des 200. Il n'aurait vraisemblablement pas de majorité relative et encore moins absolue. Tout est dans le vraisemblablement. Non, tout est dans la carte électorale. Il faut savoir regarder une carte électorale. Je me souviens qu'on avait les mêmes débats au mois de juin. Quand on m'expliquait que là, le RN allait gagner à coup sûr et que je disais non parce que les rapports de force ne sont pas ceux-là. Vraisemblablement, le RN progresserait, LFI perdrait un peu, le bloc central perdrait un peu. On fait de la politique fiction. Et LR gagnerait un peu. Henri Guénaud, je sais que vous n'aimez pas ça, mais on fait de la politique fiction. Oui, que vous y croyez? On ne se trompe pas tout. Tout le monde se trompe. Toujours. D'abord parce que je pense que s'il y a des élections législatives, on verra la gauche sans doute se réunifier. Vous savez, moi je me souviens de la dissolution de 1997. De Villepin. Bah oui, c'était extraordinaire. C'est ceux qui ont dissous pensaient que la gauche n'aurait pas le temps de se regrouper. Elle s'est regroupée en quelques jours. Moi, je pense que ces élections qui se déroulent dans des délais très très courts. Alors parfois, c'est de la nécessité. Le président Pompidou meurt, voilà, il faut... ou en 68, quand le général... Mais c'était volontaire. Il y avait une crise terrible auquel il fallait une réponse. Mais ce ne sont jamais de bonnes élections. C'est-à-dire, ce sont des élections où on n'a pas le temps de débattre dans un climat qui, en général, là, il est particulièrement survolté, particulièrement fiévré. Et donc, ça donne ou des résultats dramatiques comme celui qu'on a aujourd'hui sous les yeux, ou bien ça donne une légitimité faible à celui qui est élu ou qui arrive à avoir la majorité. Et
Et finalement, c'est très difficile de gouverner dans ces conditions, dans un pays en crise, dans une société en crise. Voilà, moi, je pense que ça ne résoudra rien. Peut-être que ça va devenir inévitable, mais l'idée, c'est très bien de donner la parole au peuple. Moi, j'ai entendu ça sur tous les plateaux à la dernière dissolution. Moi, je disais, mais c'est irresponsable dans le contexte actuel. Bon, on l'a fait, ça a fait une élection en 3 semaines. Beaucoup n'ont pas compris le sens de cette dissolution, tout de même. Non, mais c'est vrai. On dit que c'était hasardeux, allez, au minimum, cette dissolution. Oui, il y en a quelques-uns qui ont dit ça, mais la plupart, ça finissait pas. Oui, mais enfin, quand même, c'est bien de donner la parole au peuple. Oui, c'est très bien de donner la parole au peuple, à condition qu'il ait vraiment la parole, qu'il ait le temps d'avoir un débat. Henri, ils y ont cru, puisqu'ils ont été massivement votés. Mais c'est la tambouille du deuxième tour. Mais moi, je suis d'accord avec Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Henri Guénaud. Voter ne signifie pas qu'il y a eu un vrai débat. L'absence de qu'ils ont été mis en face. Vous avez raison, mais les Français ont joué le jeu. C'était quand même assez remarquable. Jean-Sébastien Ferjou. C'est-à-dire que moi, je rejoins ce que dit Henri Guénaud, et c'est pour ça qu'un départ anticipé d'Emmanuel Macron serait vraisemblablement une catastrophe institutionnelle, parce que nous aurions une campagne présidentielle très courte. Nous en avons déjà pas eu en 2022. Et une campagne présidentielle en France, c'est un moment qui permet aux forces politiques de se structuré, mais c'est aussi un moment où on purge les passions. Et on ne l'a pas fait. Donc là... On expose des programmes accessoirement. On n'a pas eu de campagne des législatives, pas eu de campagne des présidentielles, et en plus des partis qui ne sont pas courageux et qui changent de posture et d'attitude entre les élections pendant les campagnes.